Parce que j'y croyais pas, pour être très franc au départ. C'est pas possible. Comment ça se fait que moi, j'ai fait 8 ans d'études en finance et que j'arrive pas à battre la bourse parce qu'en fait, ils veulent nous vendre des produits. Je n'ai aucun ETF sectoriel. On est entre 20 et 30 ETF créés en Europe chaque semaine. Notre invité aujourd'hui, c'est Grégory Guillemin, formateur en bourse, mais aussi doctorant en bourse. Il est également auteur, il a écrit un livre, Bien débuter en bourse. Il a également coécrit un cahier d'activités pour les enfants. Et aujourd'hui, on va parler gestion passive, ETF. On voit beaucoup de choses passer autour de ces instruments financiers. On va demander à l'expert ce qu'il en pense et on va surtout le questionner sur sa stratégie d'investissement. Salut Greg. Salut Guigui, comment ça va? Ça va très bien, je suis ravi de t'accueillir et je voudrais, pour démarrer, partir un petit peu de ton parcours. Parce qu'on pourrait juger qu'il est atypique. Parce que quand on parle de gestion passive, on le met toujours en opposition à la gestion active. On va y revenir dessus. Toi, tu as été gérant d'un fonds actif. Actif, effectivement, j'ai ça dans le sang. En fait, ce qui s'est passé, tout d'abord, merci pour l'invitation sur ton podcast. Et ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai eu la chance de faire une thèse de doctorat entre 2012 et 2015. Et la première partie de ma thèse de doctorat, c'était sur le risque systémique, comment un secteur financier peut menacer l'économie réelle via quels canaux de contagion, avec une étude spécifique sur 2007-2009 et voir vraiment comment le secteur financier, des assurances, des banques, menaçait justement l'économie réelle. Si les banques s'effondrent, l'économie s'effondre principalement à cause du canal du crédit. Et C'est puis, réjouissant. c'est réjouissant. Et puis, en fait, le point important, c'est que dans ma thèse de doctorat, après un an, en 2013, j'ai commencé à investir en bourse. Et j'ai acheté des actions, etc., etc. Puis à un moment donné, j'ai gagné quelques dizaines, quelques centaines d'euros. Puis à un moment donné, j'ai fait un all-in sur une boîte. Et j'avais demandé à mon épouse, qui travaille dans le secteur pharmaceutique, de me dire, vu que c'était une biotech, de me donner son avis. Elle m'a dit, mais c'est génial cette boîte, elle a des super projets et tout ça. J'ai investi une fois, je gagne 150 euros, une deuxième fois 250 euros, et puis troisième fois, je me dis, mais je mets le tout pour le tout, all-in, toutes mes économies d'étudiant dans cette action-là. Sauf que cette action-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait à un moment donné un avertissement sur résultat, moins 30% sur une journée, moins 45% sur 4 semaines. Belle opportunité. Excellente opportunité. Et là, je me dis, je suis en plein milieu, vraiment au milieu de ma thèse de doctorat. Et je me dis, mais Greg, punaise, t'as un bac plus 5, t'es en train de faire une thèse de doctorat en finance, t'arrives même pas à investir en bourse, qu'est-ce que tu fous? Et en parallèle, en fait, il y a la grand-mère de Charlotte, mon épouse, qui me dit, je fais pas confiance en mon banquier d'ING, ils m'ont perdu beaucoup d'argent en 2008 en bourse. Toi, Grégory, tu as fait un master en finance, tu fais une thèse de doctorat en finance, tiens, tu vas gérer mes 100 000 euros pour moi. Je dis, mais mamie, je vous aime bien, mais déjà, c'est pas mon argent. Et deuxièmement, je perds de l'argent. Oui, mais tu vas y arriver. Et avec elle, j'analyse des boîtes, etc., etc. J'investis et j'ai de la chance, tout se passe bien. Quand j'investis sur mon compte T'investis titre, dans quoi là? T'investis dans des actions, dans des titres vifs? dans des titres vifs, dans des actions individuelles, je regarde le bilan, je lis des choses et tout ça. Et avec elle, tout se passe bien. Sauf qu'avec mon portefeuille, ça se passe extrêmement mal. Et je me dis, mais en fait, avec ma belle grand-mère, je dois avoir de la chance. Je réinvestis un petit peu mon argent sur le côté, je perds à nouveau énormément d'argent. Et là, je me suis dit, mais mince, je ne suis pas assez formé en bourse. Donc, c'est pour ça que la dernière partie de ma thèse de doctorat a été sur la gestion de portefeuille. Comment essayer de battre la bourse? En fait, en 2 mots, entre 2013 et fin 2014, la bourse m'avait pris, je considérais que la bourse m'avait pris 60% de mes économies. Et donc, je me suis dit, il faut que ma dernière partie de thèse de doctorat, je récupère. Et donc, j'ai commencé à lire des papiers dans les années 50, 60 sur l'optimisation de portefeuille, sur comment on investit en bourse. Et en fait... Dans le but de battre la bourse. Dans le but de battre la bourse. Qu'est-ce que ça veut dire battre la bourse? Battre la bourse, concrètement, la bourse, prenons le CAC 40 en France. Le CAC 40, c'est un indice boursier représentant les 40 plus grosses sociétés cotées sur la bourse de Paris. Et le but de battre la bourse, c'est quoi? C'est par exemple, si le CAC 40 une année fait plus 10%, moi, mon objectif, c'était de faire plus 12 ou plus 15. Si une année, le CAC 40 faisait moins 5, mon objectif, c'était de faire moins 3, 0 ou plus 5%. Et donc, j'ai lu énormément. J'ai lu énormément sur des stratégies, peut-être que certaines personnes connaissent, sur le smart beta. Enfin, il y a eu Yves Chouefati qui a créé Tobam, qui a inspiré mon papier de recherche, puisque j'ai travaillé sur un algorithme. Et en fait, mon algorithme, en théorie, ça fonctionnait super bien. Donc, j'ai commencé à investir en théorie. En théorie.
Et donc, la théorie fonctionne toujours mieux que la pratique, j'ai l'impression, en investissement. et ça, c'est clair, la théorie fonctionne toujours bien. Donc, je fais mes backtesting, ce qu'on appelle, donc tester la stratégie avec des données historiques. Ça fonctionne bien. Et en novembre 2015, avec un ami, on met au total 11 000 euros sur un compte titre et on teste notre stratégie. Ça consistait en quoi l'algorithme? C'était d'acheter ou de revendre des titres de manière dynamique? Quoi, à quelle fréquence? Plusieurs fois par jour, non, plusieurs fois par semaine, non. plusieurs fois par an? Une fois par mois, en fait, c'était simple. Je prenais les actions du SBF 120, un des indices très connus en France, les 120 plus grosses capitalisations boursières françaises, les 20 de Belgique, ça fait 140 actions. Et puis, ce que je faisais, c'est que je faisais deux choses. Le premier filtre, c'est que je prenais le premier tiers des actions qui avaient le mieux performé au cours des 12 derniers mois, ce qu'on appelle le momentum. Voilà. Et le deuxième filtre, c'était sur le portefeuille d'environ 40-45 sociétés. Eh ben, j'appliquais un critère de diminution de la volatilité. Voilà, c'était simplement ces deux filtres. Là, momentum, pour ceux qui s'y connaissent un peu plus, momentum et minimum volatility en anglais. Et en fait, cette combinaison des deux n'avait jamais été testée, en fait. Donc, je teste ça fonctionne bien. On crée à nous deux un autre compte titre. Et puis, un an et demi après, Quentin, mon associé, me dit « Mais Grégory, on va créer un fonds d'investissement. » Moi-même, je travaillais pour des familles fortunées en parallèle. C'était mon job principal. Et mon side business, c'était de vendre un fonds d'investissement. Et donc, je suis venu pas mal de fois sur Paris pour créer un premier fonds d'investissement que j'ai créé le 1er décembre 2017 avec 400 000 euros que j'avais été chercher auprès d'un investisseur belge, un investisseur institutionnel. Et puis, j'ai été voir des CGP, des gérants de fortune, Belgique, Luxembourg, Monaco, Suisse, etc., etc. Et on a trouvé des clients pour près de 4,5 millions d'euros qui avaient investi dans ma stratégie. Sauf que 4 ans après, je me rends compte de quoi? Je me rends compte que 3 années sur 4, je sous-performe le marché. Ça veut dire qu'une année, par exemple, en 2019, le marché avait fait plus 27%. Eh ben, mon portefeuille faisait plus 17. Alors, plus 17 en absolu, c'est génial. Mais moins 10% de performance par rapport au marché, c'était extrêmement mauvais. Et surtout, je prenais 2% de frais et des commissions de gestion de performance en me disant, mais en fait, si je fais gagner beaucoup d'argent à mes clients, ben moi, je veux aussi m'en mettre plein la poche. Sauf qu'en fait, les frais venaient graver fortement la performance de mon portefeuille. Moi, j'ai commencé à investir en 2015, après ma thèse de doctorat, 100% de mes économies là-dedans. Sauf que le constat, 3-4 années après, il était compliqué, puisque j'avais effectivement 100% en gestion active, où je voulais battre la bourse, mais j'y arrivais pas. Et là, franchement, il m'a fallu quelques années pour que mon ego l'accepte, parce que j'ai un master en finance, une thèse de doctorat en finance, dont 1 an et demi sur essayer de trouver un algorithme pour battre la bourse. Et puis, je me suis rendu compte qu'après plusieurs années au niveau professionnel, je n'arriverai jamais à battre la bourse, peut-être une année sur 5 ou une année sur 10, mais pas beaucoup plus. Et donc, c'est la raison pour laquelle, en 2020, il y a eu un shift complet dans mon organisation. Voilà. Et c'est là que tu t'es intéressé à la gestion passive? Voilà, c'est là que je me suis intéressé à la gestion. gestion. Est-ce que tu peux nous expliquer très rapidement, là, presque en 30 secondes, la différence entre gestion active et gestion passive? Avec grand plaisir. Imaginons, donc on reprend toujours l'exemple, je vais prendre un autre indice, l'indice S&P 500, l'indice représentant les 500 plus grosses capitalisations boursières aux États-Unis. La gestion active, c'est quoi? C'est moi gestionnaire, j'analyse par exemple les 500 plus grosses actions aux États-Unis et je vais investir dans les 50, 60 ou 70 meilleures actions selon mes propres critères. Le but de la gestion active, c'est de battre le marché de référence et donc l'indice boursier, le S&P 500. La gestion passive, elle part du postulat que 90% du temps, c'est impossible de battre la bourse. Et donc, plutôt que de faire un gros travail d'analyse, on va mettre toutes les actions du S&P 500 dans un seul instrument, ce qu'on appelle un fonds passif. Et donc, dans le fonds passif, je vais avoir Apple, Nvidia, Amazon et tout ça, que peut-être un fonds actif va dire « Non, mais moi, je ne vais pas prendre Nvidia parce que Nvidia est trop fortement valorisé. Et je vais plutôt prendre Amazon, par exemple, et Microsoft. » Donc, le but vraiment de la gestion passive, c'est de répliquer le marché là où la gestion active va essayer de battre le marché. Et ce shift-là, il m'a fallu quand même plusieurs années pour avoir 100% de mon portefeuille en gestion active. En gestion passive, pardon. Gestion passive. Parce que j'y croyais pas, pour être très franc au départ. Je lisais les études en 2017-2018 et je me dis, mais
c'est pas possible. Comment ça se fait que moi, j'ai fait 8 ans d'études, dont 8 ans d'études en finance, et que j'arrive pas à battre la bourse? Et puis, j'ai compris les raisons des sous-performances des gestionnaires actifs, et ça fait tilt dans mon cerveau et dans mon alors, portefeuille. quelles sont-elles, ces raisons de sous-performance, selon toi, de la gestion active? Parce qu'aujourd'hui, effectivement, quand on regarde le paysage financier, euh, l'essentiel des encours, même si les ETF, qui sont ces instruments qui nous permettent de faire de la gestion passive, sont de plus en plus populaires, l'essentiel des fonds des Français aujourd'hui, notamment à travers l'assurance vie, sont quand même sur des fonds actifs. Donc, comment ça se fait que la gestion active n'arrive pas, comme tu dis 90%, je sais qu'on se réfère souvent à cette étude de Spiva, on en reparlera, mais qu'est-ce qui fait, selon toi, qui a été gestionnaire d'un fonds actif, que ces gestionnaires actifs n'arrivent pas à battre l'indice de référence? Alors, pour moi, il y a 2 raisons importantes. La première raison, ce sont les émotions. Les émotions en bourse, et j'ai eu la chance de regarder ça dans ma thèse de doctorat et après, certains papiers de recherche montrent que les émotions en bourse font perdre aux investisseurs entre 3 et 4% par an. Ça, c'est pour moi la première raison importante. Donc là, c'est les émotions du gestionnaire lui-même. C'est les émotions du gestionnaire lui-même qui va dire simplement, à un moment donné, pour X ou Y raison, je vais plus investir aux États-Unis, ou plus sur les pays émergents, ou plus en Europe. Lié à ça, il y a un biais comportemental qu'on appelle effectivement le biais de familiarité, où aujourd'hui, les gestionnaires européens, ils vont investir plus en Europe qu'un gestionnaire américain, qu'un gestionnaire japonais. Et donc, le gestionnaire japonais, par exemple, il va investir beaucoup plus au Japon, alors que le Japon représente 6 ou 7% de la capitalisation boursière mondiale. Donc, le gestionnaire, in fine, reste un être humain. Et ce qui est génial, les émotions dans la vie de tous les jours, c'est grâce à ça que la vie n'a pas un goût amer. Mais en bourse, c'est extrêmement destructeur de valeur. Et donc, quand je travaillais pour des familles fortunées à minimum 30 millions d'euros, et que je voyais qu'ils étaient chez un gestionnaire de fortune dont je tairai le nom, qui faisait plus 10 ou plus 12% avec un portefeuille 100% actions, mais principalement européen, alors qu'un autre indice de référence faisait plus 15 ou plus 18%, ça faisait des millions d'euros de manque à gagner. Et là, je me suis dit, waouh, même les gestionnaires, puisque les gestionnaires professionnels, j'ai été gestionnaire professionnel, mais je les ai côtoyés au quotidien pendant 6 ans, ben, je me suis rendu compte que même eux n'arrivent pas à battre la bourse. Même moi, avec mon algorithme, même si, imaginons, il était mauvais, mais je n'arrivais pas à la battre non plus. Ça, c'est la première raison, les émotions. La deuxième raison, ce sont les frais. Pourquoi les frais? Il y a une étude qui montre qu'en Europe, des frais d'un fonds actif en action, ça coûte en moyenne 1,9% par an, presque 2% par an. Alors que les ETF, on est à en moyenne 0,3% par an. Ça veut dire entre 6 et 8 fois moins cher. Donc ces frais-là, pour être bien clair, c'est en pourcentage par an, c'est donc des frais de gestion, donc ils sont prélevés sur l'encours directement. Donc ils viennent dégréver la performance annuelle. Voilà, si imaginons un fonds d'investissement qui investit aux États-Unis et un autre fonds d'investissement qui investit également aux États-Unis. Les deux fonds d'investissement investissent, imaginons, dans les 500 actions représentant le S&P 500. Le fonds actif qui a 1,5% de frais de gestion, imaginons, prenons cet exemple-là, et le fonds passif qui a 0,3%, et bien à la fin de l'année, un portefeuille, imaginons, au lieu d'avoir 10% de performance brute, le fonds passif, il va avoir 9,7% de performance brute, alors que le fonds actif, il va avoir 8,5% de performance. Donc simplement, ce n'est pas des frais qu'on voit sortir de notre portefeuille ou de notre compte titre, c'est simplement... C'est la performance qui n'est pas distribuée, en fait. Voilà, c'est la valeur, en fait, de nos instruments financiers qui est grévée, effectivement, des frais. Et les fonds passifs coûtent entre 6 et 8, voire 10 fois moins cher que des fonds d'investissement actifs. Et ça, c'est quand même parce que c'est quand même important de le noter, en investissement, il y a ce fameux couple rendement-risque. C'est pour le même risque-prix. Oui, c'est pour le même risque. On prend le même risque, on est exposé à la même volatilité, donc au même risque. En revanche, on ne sera pas exposé à la même performance à cause de ces frais. Et en plus de ça, il y a une composition des frais dans le temps. Oui, dans le temps, on va y venir avec un exemple que j'ai en tête, mais en fait, ce qui se passe, c'est que le point important, c'est que le monde financier traditionnel ou l'industrie des fonds d'investissement classiques doit payer le gestionnaire, les analystes et toute l'équipe de gestion, doit payer également les distributeurs.
puisque quand on passe par une plateforme d'investissement qui me permet d'investir dans un fonds d'investissement qui coûte 1,5%, une partie de ces 1,5% de frais de gestion par an va être rétrocédée au distributeur qui peut être une plateforme par laquelle on passe. Plateforme, un conseiller en gestion de patrimoine. Un conseiller de gestion, enfin un intermédiaire, que ce soit une plateforme, une personne physique ou ce genre de choses. Et donc, alors que finalement, parce qu'il est vraiment prévu en fait avec des parts bien distinctes, il y a des parts ce qu'on appelle institutionnelles, où il n'y a pas cette commission de rétrocession, il y a des parts dites retail, donc pour les investisseurs du grand public, où là-dedans, moi j'ai vu effectivement des fonds d'investissement sur 1,5% de frais de gestion annuels, 0,85 sont gardés par le fonds par la société de gestion qui gère le fonds, et 0,65 sont distribués aux distributeurs, que ce soit le CGP ou autre. Donc on peut avoir un même fonds d'investissement qui va investir, qui va avoir sa stratégie d'investissement, qui va investir dans son univers d'actions, mais différents compartiments juridiques dans ce fonds qui vont avoir des structures de frais. La seule différence, c'est la structure de frais. En fait, c'est la structure de frais, c'est potentiellement aussi la couverture sur les devises et ce genre de choses. Mais sinon, ça fait partie effectivement de la même stratégie. On peut avoir un compartiment libellé en euros, un autre compartiment libellé en dollars. Il faut vraiment voir ça, un fonds d'investissement comme une grande bibliothèque, et là-dedans, on va avoir ou une grande armoire, et on va avoir différents tiroirs. Et on peut avoir un tiroir qui est effectivement distribuant, qui va distribuer les revenus du fonds d'investissement, l'autre qui est capitalisant, donc là il en faut déjà deux que tiroirs. Sur les modalités de gestion, mais l'actif, le moteur de performance est le même. Est le même, mais après les modalités, ça fait partie également des frais, puisqu'il y a certains compartiments institutionnels où tu vas payer beaucoup moins cher qu'un investisseur privé qui se trouve dans une assurance vie où va payer 1,5 ou 2% de frais de gestion. J'ai en tête un exemple, imaginons 10 000 € investis en une fois à du 8% de rendement par an. Qui est le rendement moyen des actions mondiales. Voilà, au hasard sur les 20, 30, 40 dernières années. Alors, on ne tient pas compte de l'inflation et ce genre de choses, mais imaginons 8%. Ça fait quoi? Ça fait un peu plus de 100 000 € s'il n'y a pas de frais. S'il y a des frais, on est à quoi? 87 000 €. Des frais de 0,5% par an. Des frais de 1% par an, c'est 76 000 €. Et des frais de 2% par an, on est à 57 000 €. Donc, on voit la différence entre le 1% de frais de gestion à 76 000 € et le 57 000 €. 1% de frais en plus, en fait, in fine, on a plus de 20 000 € en moins, ce qui est juste incroyable. Alors, on se dit 1% sur 10 000 € de base. Ça paraît rien comme ça. C'est quoi? C'est 100 €. Sauf que, au plus le temps passe, au plus les intérêts composés grandissent, mais également les frais composés. Et c'est pour ça que quand moi j'ai observé mon portefeuille fin 2019, mon portefeuille me coûtait plus de 1 400 €. Alors, si j'ai 1 million d'euros, ça ne représente rien. Sauf qu'à ce moment-là, j'avais quelques dizaines de milliers d'euros, ça représentait 2,22% de mon portefeuille. Donc, 2,22% de mon portefeuille était mis dans des frais. Je payais des frais super élevés. Aujourd'hui, mon portefeuille, c'est maximum 0,2% par an. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, 100% de mon patrimoine en bourse est investi dans des fonds d'investissement passifs. Mais il m'a fallu le temps aussi d'accepter émotionnellement que Grégory Guillemin, qui a fait une thèse de doctorat, n'arrive pas à battre la bourse. Parce que c'était ça le plus dur. C'était pas de lire les articles en disant, parce que j'ai fait une thèse de doctorat, donc je crois très fort aux études académiques, mais c'était aussi de dire, mais punaise, j'ai mis toutes ces années-là, peut-être pour rien, mais en fait, non. Ça permet d'expliquer aujourd'hui qui je suis en tant qu'investisseur. Mais c'est vrai que pendant de nombreuses années, j'ai eu du mal à digérer le fait que j'arrivais pas à battre la bourse. C'est pour ça que en 2020, je ne suis pas passé directement de 100% de gestion active à 100% de gestion passive. Hein. Tu l'as fait progressivement? Ah oui, je l'ai fait vraiment progressivement. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as encore des fonds actifs? Alors aujourd'hui, il me reste encore 5 000 €, ça représente 2% de mon portefeuille. Mais oui, simplement, c'est une raison opérationnelle, je n'ai pas encore pris le temps de le faire. C'est vraiment une question de temps. Mais j'avais, je pense qu'en fin 2020, j'avais 5% de fonds actifs, fin 2021, 15%. Fin 2022, 50%, et là, j'ai été quand même plus vite. Mais le dernier fonds, le fonds actif qui a été le plus difficile à vendre, ça a été mon propre fonds.
puisque entre 2015 avec un ami et puis le fonds d'investissement en 2017 et la clôture du fonds en 2022, pendant 7 ans, tous les mois, j'ai appliqué la même stratégie et j'ai suivi à la lettre la stratégie et tout ça. Et in fine, émotionnellement, me dire, waouh, tout ça pour ça, surtout aussi que des investisseurs avaient investi plus de 4 millions d'euros. Et puis, ils ont dit, oui, Grégory, ta performance, elle est mauvaise, donc je vends. Donc, je le ressentais d'une certaine manière comme un désamour en disant, mais en fait, tu nous as vendu de la merde, donc maintenant, on ne te fait plus confiance. Donc ça a été extrêmement difficile. Et maintenant, effectivement, je pense encore au fond dans cette banque-là où je n'ai pas pris le temps parce que mon compte, il n'est pas bloqué, mais j'ai un truc administratif que je dois régler. Et en fait, je ne prends pas le temps de le faire. Mais j'ai fait un gros changement, effectivement, en 2000... C'était quand? Un gros changement en 2022, en juin 2022. Et je n'avais pas encore vendu mon fonds actif. J'avais vendu tous les autres, presque tous les autres, sauf celui-là. Et mon fonds actif, je l'ai vendu fin 2023. Okay. Donc, tu vois, entre début 2020, où je commence à investir en gestion passive, et fin 2023, donc presque 4 ans après, où j'ai pris la décision, mon courage à deux mains, de me dire, oui, il faut vraiment que je vende ça parce que c'est sous-performant, ça coûte cher, ici et là, mais je sais pas, c'était comme mon bébé entrepreneurial et donc j'arrivais pas à m'en séparer, quoi. Ah ouais, mais ça s'entend, ça s'entend. Et toi, maintenant qui as opéré cette transition, on va le dire comme ça, qui à 98% est passif. À l'heure où le podcast sortira, on sera à 100%. Okay, je te le promets, je le promets. Ok, on notera, notera et on verra si c'est le cas. Alors, maintenant, toi qui formes des centaines de personnes à la gestion passive en bourse, est-ce que ce sont les seules 2 raisons? Enfin, les frais, on l'entend, les émotions qui expliquent aussi la sous-performance, mais aujourd'hui, quelles sont les raisons que tu devrais afficher à quelqu'un, un néophyte, un débutant, qui se dit « Ok, je veux investir en bourse », qu'est-ce que tu lui dirais pour promouvoir en fait cette gestion passive? Quelles sont pour toi les bonnes raisons de s'intéresser à cette gestion passive? Je dirais la première, c'est que c'est un changement de philosophie d'investissement parce que la gestion active, il n'y a rien à faire, ça demande un petit peu de travail, voire beaucoup de travail. Mais c'est même pas un petit peu, c'est beaucoup de travail. Et pour battre la bourse, ça nécessite pas d'investir une fois par mois et de fermer les yeux et de penser que ça va aller. Non, même les professionnels qui travaillent plusieurs dizaines d'heures par semaine là-dessus, la majeure partie d'entre eux n'arrivent pas à le faire. Donc moi, je pense que l'argument premier, c'est vraiment de se dire, en fait, si tu as du temps pour te former et que tu penses battre la bourse et que tu veux en faire ton job à temps plein, essaye les 2-3 prochaines années. Mais si tu n'as pas le temps, en fait, la gestion passive est la solution. Parce qu'aujourd'hui, la gestion passive, elle me permet d'investir mon portefeuille et d'investir tous les mois sans me poser la question, en fait. Je ne me pose pas la question, c'est géré passivement. Le deuxième élément, qui est également émotionnel, c'est de me dire, en fait, je ne cherche plus la pépite qui n'existe plus. Je cherchais, même en investissant dans des fonds actifs qui étaient vendus par les banquiers de mes clients et qui me disaient, investis là-dedans, c'est génial. J'étais toujours à la recherche de la pépite, la tendance ici et là. Mais rechercher la pépite et la tendance, on perd extrêmement beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à essayer de trouver une pépite qui n'existe pas. Et donc, pour moi, c'est simplement d'accepter que la pépite n'existe pas et investir en gestion passive, c'est de s'assurer effectivement qu'on ne va pas être pris par nos émotions. Et un point fondamental sur la gestion passive, c'est le besoin d'autonomie. Aujourd'hui, ce que j'observe de plus en plus dans l'écosystème, les gens qui veulent se former, les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux, c'est qu'ils veulent être autonomes. Je prends l'exemple, je pense à une cliente maintenant, sa maman a plusieurs millions d'euros dans une banque privée en Belgique. Fonds d'investissement actif, 1,45% par an de frais. Ça représente 50 000 € de frais. Elle pourrait diminuer ses frais sans aucun problème par 3 ou par 4, vraiment sans aucun problème. Elle a fait une demande à la banque. Ah ben non, nous, la stratégie d'investissement passif, ce n'est pas dans notre stratégie. Vous voulez ça, vous partez. Ce n'est pas dans notre business model. C'est pas dans notre business model. Aujourd'hui, la gestion passive me permet d'ouvrir un compte chez n'importe quel courtier et d'investir quelques dizaines, quelques centaines, quelques milliers d'euros par mois dans des fonds d'investissement passifs et d'être autonome. Ce besoin d'autonomie et de reprendre le pouvoir sur ses économies et le contrôle sur ses économies, je le ressens de plus en plus chez ces personnes-là.
Et puis les stats. Les stats, pourquoi on fait de la gestion passive? Il n'y a rien à faire. On compare, ça fait... L'étude Spiva, elle existe. Peut-être que je vais me tromper en disant un chiffre, mais depuis plus de 25 ans, qui a été créée par l'agence Standard & Poor's, qui fait des indices boursiers. L'idée de base, c'était de comparer effectivement la performance des indices boursiers avec la performance des gestionnaires actifs. Et c'est pas des centaines de gestionnaires actifs, c'est des dizaines de milliers de gestionnaires actifs qui sont analysés chaque année. Là, on se rend compte aux US et en Europe. Aux US, en Europe, pays émergents également. Aux États-Unis, 90% des gestionnaires actifs sur les 10 dernières années sous-performent le S&P 500, donc la bourse américaine. En Europe, c'est 92% des gestionnaires actifs. Donc, finalement, moi qui suis très rationnel, puisque même avec mon fonds actif, j'investissais tous les mois selon la même stratégie, donc j'avais cette rationalité. Mais maintenant, c'est une évidence pour moi de me dire, pour maximiser mon rendement par rapport au temps passé, ça c'est important, le temps passé, je dois investir en gestion passive. Donc voilà, c'est la solution que moi j'ai trouvée justement pour faire fructifier mon portefeuille. Et aujourd'hui, quand je dis aux gens, mais tu sais, moi, je regarde un petit peu chaque semaine mon portefeuille, mais je ne fais pas de réarbitrage, je ne fais rien de tout ça. J'investis tous les mois, je ne me pose pas de questions. Ça ne me prend même pas 5 minutes par mois. Je dois juste organiser un transfert parce que des fois, j'investis plus et moins, mais ça, c'est des questions internes, entre guillemets, à mon organisation. Mais c'est tout. Je ne me pose pas tous les mois la question combien je dois investir et dans quoi je dois investir. Et mince, Donald Trump a annoncé ça, ça chute, ça monte, peu importe. D'ailleurs, il y a quelques jours, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message en disant « Mais j'aimerais bien tes performances passées sur les X dernières années, parce qu'il hésitait à rejoindre mon programme d'accompagnement, le défi bourse. Et il me pose ces questions-là. Et il me dit j'aimerais bien voir quand tu as fait des réarbitrages. Et quand je lui ai écrit, tu sais, moi, les seuls réarbitrages que j'ai fait, c'est pour changer de cheval de course. Je suis passé d'une mule qui coûtait très cher en termes de frais à un cheval de course très performant. Et il ne m'a pas cru. Il pensait que c'était impossible. Non, la réalité, c'est que ça fait des années que je n'ai pas changé de stratégie d'allocation, de stratégie d'investissement et que je m'en tiens en termes de mois. Lors d'enregistrer ce podcast, ça fait 103 mois d'affilée que j'investis tous les mois. Et ça, pour moi, c'est le plus important, c'est cette régularité à long terme. Donc, quand on t'entend, on se dit, OK, la philosophie d'investissement passif, c'est pour moi. Maintenant, comment on fait pour investir? Il y a un instrument financier, on en a déjà parlé, tout le monde en a déjà forcément un tout petit peu entendu parler normalement. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est, ces ETF? Alors, certains disent NFT, ça c'est autre chose. D'autres ça, disent c'est autre chose. EFT, ça c'est encore autre chose. Non, les ETF, ça signifie quoi? Exchange Traded Fund. Donc, un fonds d'investissement qui est échangeable en bourse. Donc, si, par exemple, maintenant, il est 16h30, je me connecte sur une plateforme, je veux investir 1 000 € dans l'action, je ne sais pas, j'aime bien, imaginons BNP Paribas, j'achète cette action-là pour 1 000 €, je me connecte, j'achète. S'il y a des gens qui veulent vendre au même prix, mon ordre est exécuté, je vois moins 1 000 € sur mon compte et plus X actions de BNP Paribas. Donc, la bourse, par exemple, à Paris, est ouverte entre 9h du matin et 17h40 tous les jours, sauf les jours fériés et les veilles de jours fériés. Un fonds d'investissement classique, il n'est pas coté en bourse. C'est un mécanisme un peu plus, pas spécialement complexe, mais je vais investir, par exemple, toujours 1 000 € dans un fonds d'investissement d'une banque traditionnelle. Les 1 000 € vont aller chez le gestionnaire. Il va créer des nouvelles parts du fonds. Et avec cet argent-là, lui, il va acheter les instruments sous-jacents du fonds d'investissement et il va peut-être m'envoyer 20 parts et 2 ou 3 jours après, je vois sur mon compte titre qu'il m'a envoyé 20 parts de ce fonds-là. Donc, ce n'est pas direct. C'est un fonds d'investissement qui n'est pas coté en bourse. Donc, il n'est pas coté, donc je ne vois pas son prix à la minute sur les marchés financiers. Non, je vais avoir le prix, ce qu'on appelle la valeur nette d'inventaire, ce soir à 22 ou 23 heures. Il existe effectivement des sociétés qui font la comptabilité des fonds d'investissement. Chaque jour. Chaque jour, effectivement. Et donc, là, par exemple, si le prix, effectivement, est à 40 € la part, je vais recevoir 25 unités dans 2 ou 3 jours sur mon compte. Mais au moment où je passe mon ordre, je ne sais pas effectivement le prix. J'ai une idée du prix parce que je vois le prix de la valeur de la veille, mais je n'ai pas un prix effectivement précis. Un fonds d'investissement, un ETF, c'est un fonds d'investissement qui est coté en bourse.
Et ça a été inventé dans les années 90 et mis en avant surtout par State Street en 1993. Et le but de l'ETF, c'est qu'il soit coté en bourse, donc je peux facilement l'acheter et le revendre s'il y a des acheteurs et des vendeurs derrière, effectivement, qui sont prêts effectivement à jouer la contrepartie. Et c'est un fonds d'investissement qui est coté en bourse. La majeure partie des ETF sont passifs. Sauf que ces dernières années, les fonds d'investissement, je ne vais pas me faire des amis, par exemple Goldman Sachs, JP Morgan, Fidelity et tout ça, ces boîtes-là, qui sont des gestionnaires actifs purs, ont commencé à créer des ETF actifs. Donc un ETF actif, c'est un fonds d'investissement qui est coté en bourse et qui a une stratégie active, c'est-à-dire d'essayer de battre la bourse. C'est vrai, quand on entend parler d'ETF, on fait rapidement le raccourci ETF passif, qui vont suivre un indice. Et En fait, ce n'est qu'un instrument, mais un ETF peut être passif, mais un ETF peut également être actif. Aujourd'hui, il existe, si je ne me trompe pas, si on va sur le site justetf.com pour trouver des ETF, on va trouver 90% des ETF sont passifs et 10% des ETF sont actifs. Sauf qu'il y a 5 ans, les ETF actifs, ça n'existait pas encore, ce n'était pas encore répertorié sur justetf.com. Et en fait, les grands gestionnaires actifs se sont dit, il faut absolument qu'on diminue la couche des frais. Et même si on a la même stratégie, on va diminuer la couche des frais. Et donc, ce qu'ils ont fait, ça c'est un mécanisme complexe à expliquer, mais je le schématise, ils ont pris des fonds d'investissement traditionnels, non cotés en bourse, qu'ils ont transformés. Donc ça prend plusieurs mois de travail en interne, en back-office et aussi avec le régulateur, qu'ils ont transformé dans une structure d'ETF. Donc, il faut vraiment voir 2 structures différentes. La structure fonds traditionnelle, j'envoie l'argent, ce n'est pas coté en bourse, j'ai le prix, la valeur nette d'inventaire du soir, et 2 ou 3 jours après, je le reçois en portefeuille. Et une structure de cotation en bourse qui nécessite une infrastructure plus compliquée à mettre en place, parce qu'il y a un système de cotation, effectivement, ce qu'on appelle le marché secondaire. Et bien, alors à ce moment-là, aujourd'hui, on voit de plus en plus de fonds d'investissement actifs qui transforment leurs fonds actifs en ETF actifs. Donc, moi, je vais avoir 100% de mon portefeuille quand le podcast sortira dans des ETF passifs, mais je vois des gens, malheureusement, qui se font avoir avec des ETF actifs. Et en fait, c'est assez simple parce que sur justetf.com, on voit à côté du nom ou un peu en dessous du nom, on voit « Attention », il y a un gros « Attention », ETF actif, stratégie active. Mais ce gros attention-là, il y a 5 ans, il n'existait pas. Parce que le système financier veut de plus en plus innover et la mode maintenant, c'est les ETF. Mais on fait des ETF surtout et n'importe quoi, donc attention à ça. Donc il y a des ETF actifs, il y a des ETF passifs, il y a des ETF qui vont suivre les grands indices dont tu nous parlais, mais il existe aussi des ETF, j'imagine, sectoriels, thématiques, il existe tout un tas d'ETF. Combien il existe d'ETF déjà ? T'as une idée ou pas ? Allez, je vais me lancer, je dirais 7000. Ok. En fait, aujourd'hui, il en existe 15 000. Okay. Début de l'année 2000, il existait 100 ETF dans le monde. Aujourd'hui, il en existe 15 000. 15% de ces 15 000-là sont des ETF actifs. Et parce qu'aux États-Unis, les ETF actifs, pour une raison juridique, prennent de plus en plus de place. Mais ça a un impact sur la prise de position des ETF actifs aussi en Europe. Sur 15 000 ETF, on se dit, mais comment on s'en sort avec tout ça ? Déjà, il faut bien comprendre que nous, en tant qu'investisseurs européens, on ne peut pas investir dans un ETF qui est d'une juridiction américaine, par exemple. Alors, certaines plateformes, si on passe par certaines plateformes parfois un peu américaines ou un peu plus exotiques, nous permettent de faire ça, mais ça a des contraintes fiscales et administratives qui sont compliquées à mettre en œuvre. Donc déjà, moi, je conseille toujours d'aller sur justetf.com. Bon, je n'ai aucune rémunération avec eux, bien entendu. Mais le point important, c'est d'aller là, parce que sur justetf.com, c'est vraiment un site qui référence tous les ETF, que ce soit les ETF passifs ou les ETF actifs, pour des résidents européens. Et c'est vrai que moi, ce que j'observe de plus en plus, c'est des ETF sectoriels. Ça existait déjà, mais par thème. On a parlé de l'intelligence artificielle. C'est génial. Durant le Covid, on a parlé de l'énergie ESG et tout ça. L'énergie ESG 2020-2021, ça a été génial.
Il y a les ETF ESG ont fortement augmenté. Donc ESG pour environnement social et de gouvernance, qui mettent en place des critères extra-financiers, effectivement. Sauf qu'en fait, il y avait une survalorisation des valeurs qui se trouvaient à l'intérieur de ces ETF-là. Et le soufflet est retombé tout simplement en 2023, 2024 et 2025. Donc, en fait, moi, ce que j'observe, c'est qu'il n'y a rien à faire. Aujourd'hui, les institutions financières créent de plus en plus d'ETF pour attirer de plus en plus d'investisseurs. Parce qu'en Europe, par exemple en France, 12% des investisseurs français investissent dans des ETF. En Belgique, c'est 13%. Aux États-Unis, dans des ETF passifs. Aux États-Unis, plus de 65% des montants gérés aux États-Unis sont gérés passivement. À Taïwan, on est à 75%. Donc l'Europe a un retard conséquent. Mais ce que font les institutions financières, c'est qu'elles créent plein d'ETF pour bombarder le marché et pour espérer que l'un ou l'autre ETF cartonne et ait plusieurs milliards sous gestion pour gagner des frais. Mais attention, par exemple, il y a certains ETF qui ont 5, 10, 15 milliards, ce qui est des montants importants, mais ce sont des ETF actifs. Donc, il faut bien faire attention, bien faire ses devoirs justement pour choisir les bons ETF passifs et ne pas succomber à la voix de sirènes d'institutions financières qui vont dire « Oui, mais c'est bien de mettre un petit peu d'intelligence artificielle, du vieillissement, de l'éthique, du durable et ce genre de choses. » Parce qu'en fait, ils veulent nous vendre des produits. Et donc, moi, aujourd'hui, mes ETF, c'est assez ça, mon portefeuille, parce que je n'ai que des indices diversifiés, classiques, qui prennent tous les secteurs. Je n'ai aucun ETF sectoriel. J'ai aucun ETF thématique. Mais au final, tu es investi sur ces thématiques grâce aux indices. Voilà, je suis investi sur tout, mais je ne prends pas... On entend souvent la gestion de portefeuille core satellite. Le core, ça va être des ETF style S&P 500, MSCI Europe, MSCI Emerging Market et tout ça. Et puis, on va mettre des satellites ici. Mais moi, lors de mes coachings mensuels que je fais pour les gens de ma communauté, eh ben, j'en démonte quelques-uns parce que je regarde leur portefeuille. Ils ont 50, 60, 70% de leur portefeuille dans des fonds thématiques. Et ils me disent « Ah oui, mais en fait, le marché, il fait plus 15% cette année-ci, mais moi, mon portefeuille, il fait plus 7. Mais pourtant, j'ai que des ETF. Hein. » Ben oui, mon coco, mais tu investis dans des ETF thématiques sans fil conducteur. Et donc, en fait, les ETF passifs, c'est génial, mais il faut rester, simplicity is key, il faut rester le plus simple possible et ne pas... je ne connais pas la statistique, mais je pense qu'on est entre 20 et 30 ETF créés en Europe chaque semaine. 20 à 30 ETF. Je dois vérifier ça, mais je pense que je ne me trompe pas trop. Entre 20 et 30 ETF. T'imagines pour un investisseur particulier c'est... Quand des gens me disent en fait, je suis perdu, j'ai 3500 ETF disponibles en Europe. L'abondance fait qu'on peut vite être perdu dans le choix qu'on doit faire. Et l'idée de la gestion passive, elle remonte, les premiers ETF passifs ont vu le jour dans les années 90, début des années 90, mais l'idée de la gestion passive, c'était dans les années 70. Hein. La première idée, et l'idée c'était quoi ? Aux États-Unis, prendre un fonds d'investissement passif qui suit la bourse américaine, le S&P 500, l'acheter un petit peu chaque année et ne rien faire. On ne parlait pas de trucs sectoriels, de smart beta maintenant. Qu'est-ce que c'est le smart beta ? Le smart beta, c'est quoi ? En fait, le smart beta, c'est comme ma thèse de doctorat. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que... On fait moins bien. Ça veut dire que... Non, mais il y a certains créateurs de contenu qui mettent en avant, et je lisais ça encore récemment, qui mettent en avant sur les 10 dernières années un portefeuille qui fait 15% par an. Oui, mais en fait, ce qu'on oublie de dire, c'est que sur les 10 dernières années, certains ETF ont fait 15% par an, mais quand le marché faisait moins 40, des ETF Momentum, donc Momentum, je vais expliquer ce que c'est après, étaient à moins 50 ou moins 60%. Donc, en fait, le smart beta, c'est quoi ? C'est de partir du postulat qu'il existe certaines inefficiences de marché, dont l'inefficience effectivement du momentum, et donc on va, prenons un exemple très concret, on a l'indice S&P 500, un ETF classique. J'ai investi dans cet ETF-là dans lequel il y a les 500 actions du S&P 500 dedans. Et un ETF S&P 500 Momentum, il rajoute un filtre. Le filtre, ça va être de dire, sur les 500 actions du S&P 500, classe-moi toutes ces actions-là sur base de leur performance les 6 et les 12 derniers mois,
fais-moi une moyenne pondérée et tu prends le premier tiers qui est le plus performant. Ok. Donc, si Apple a très bien fait, il se trouve dans le premier tiers. Si, je ne sais pas, Berkshire Hathaway a très mal fait, il n'est pas dans le deuxième tiers. Et sur les 150 qui restent actions, eh ben, tu me fais une équipondération ou peu importe le poids. Donc au final, l'univers d'investissement devient plus restreint Voilà, avec c'est ces ça. filtres, parce que selon le filtre qu'on va mettre, que j'imagine qu'il en existe plein. Il en existe plusieurs, dont le filtre Momentum, le filtre sur la volatilité, le filtre également, tu avais reçu Rémi, Ouais. Rémi il y a quelque temps, et on parlait de Sur les small qualité. caps. Voilà. Non, Xavier Delmas sur le quality. Voilà, c'est Ouais. ça, sur le quality. Il y a un filtre quality. Il y a un filtre également size sur les small caps, justement. Et en fait, ça part de ce postulat ça part du fait que le marché, c'est très bien, mais qu'il peut y avoir effectivement certains filtres qui, historiquement, ont fait leurs preuves. Et en fait, moi, la dernière partie de ma thèse de doctorat, c'était sur le momentum, c'était sur le minimum volatility, c'était sur du small cap, c'était sur ces choses-là. Et en fait, j'en suis revenu parce que mon expérience à moi m'a fait dire que, en fait, ces filtres-là ont fonctionné par le passé, mais qui me dit que dans 5 ou 10 ans, je n'ai pas un nouveau filtre qui va sortir? Puisqu'au départ, il y avait le filtre value, qu'on n'entend plus parler maintenant d'ailleurs, mais le filtre value et le filtre size. Et puis le filtre momentum qui est venu plus tard et d'autres filtres. Donc, à un moment donné, j'ai dû choisir, c'est pas que j'ai dû choisir, mais j'ai voulu choisir en me disant, mais Greg, t'es quoi? Un investisseur semi-actif, actif et entre guillemets Tetris parce que tu n'as plus ton fonds, ou à un moment donné, tu as la posture d'un gestionnaire passif. Et aujourd'hui, c'est la posture que j'ai parce que, oui, il y a certains gestionnaires actifs qui arriveront quand même à battre la bourse, ça, j'ai aucun doute. Mais pour 99% de la population, ils ont tout intérêt à investir effectivement dans des fonds d'investissement purement passifs et de ne pas être appelé par du momentum, du minimum volatility et d'autres choses. Simplicity is key. Et je dis toujours aux gens, si vous voulez tester des secteurs, des thèmes, faites-le. Max 10-15% de votre portefeuille. Et à univers d'investissement équivalent, rendez-vous dans 3 ou 5 ans et vous me direz en toute honnêteté. Ouais. Et peut-être ça sera un facteur qui aura très bien fait, mais c'est la même chose sur les pays émergents. Pendant des années, tout le monde disait les pays émergents, il ne faut pas investir dedans, etc., etc. Et puis maintenant, depuis 1 an et demi, les pays émergents cartonnent, et notamment la Chine. Mais tout ça est cyclique. Et ben, dans les facteurs, j'en ai fait une vidéo d'ailleurs sur ma chaîne YouTube, tous les facteurs, donc tous les filtres, c'est ce qu'on appelle l'analyse smart beta ou analyse factorielle ou filtre, c'est la même chose. Et ben, tout ça, ça a des cycles. On sait analyser les cycles par le passé, mais qu'est-ce qui va se passer? La reproductibilité. Et les 6, 12, 18 prochains mois ou les 5 prochaines années, on ne peut pas prédire l'avenir. Pourquoi en serait-il autrement avec la bourse? C'est l'adage, hein. Le performance passée ne présage pas des performances futures. Effectivement, il y a des tendances, et j'aime bien parler des grandes tendances en termes de performance et tout ça, mais sur que penses-tu de tel secteur ou de tel thème ou de telle stratégie? Non. À partir du moment où on se pose cette question-là, on met un doigt, une main ou même plus dans de la gestion active. Et ça, aujourd'hui, des fois, j'ai envie de tester des trucs. Tu vois, je me dis, punaise, là, franchement, je mettrais bien 1000 balles ou 5000 balles. Mais ça m'arrive peut-être une fois par an. Le reste du temps, je suis avec mon bâton de pèlerin et je défends la gestion. Et j'avance, je défends la gestion. Tel un investisseur paresseux. Voilà, c'est exactement ça. Et je me fais fort défoncer par mes anciens camarades parce que je travaille dans un multifamily office et donc les clients des multifamily office étaient investis dans des fonds actifs. Et en Belgique, il y a un très très fort lobby des banques notamment et de la gestion effectivement active. Mais il n'y a rien à faire. Je ne peux pas dire autrement que ça puisque 100% de mon portefeuille est investi en gestion passive. Donc, je n'ai pas intérêt... Enfin, ça serait mentir en fait. Alors justement, en quoi il est investi ton portefeuille? Gestion passive, j'entends, mais quelle est aujourd'hui ta stratégie d'investissement? On entend parler d'un indice, le MSCI World. Qui paraît répondre, on en a parlé un petit peu avant, je ne vais pas le cacher, mais qui paraît répondre en fait à tout ce que tu dis. Je vais
investir de manière diversifiée. MSCI World, je crois, 1500 entreprises à travers 23 pays dits développés. Par exemple, 1500, désolé de t'interrompre, mais c'était il y a 1 an et demi, 2 ans. Maintenant, ils sont à 1300. Tu vois? 1300, donc OK, donc 1300 entreprises à travers 23 pays. Est-ce que j'achète un ETF qui suit cet indice-là ou est-ce que je fais différemment? En fait, au départ, si t'as pas beaucoup, enfin, si tu dis je sais que je veux investir en bourse et que tu veux pas te poser de questions, pourquoi C'est un beau premier pas. Oui, c'est un bon premier pas et j'ai aucun problème par rapport à ça. Là où j'émets des réflexions, le plus important, c'est d'être conscient des choses. Conscient de 3 choses. La première, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, la pondération aux États-Unis, c'est entre 70 et 75%. Il faut en être conscient. Si vous investissez C'est-à-dire du MSCI World. Du MSCI World. Donc l'indice MSCI World, si on investit dans un ETF, parce que souvent aussi on fait l'amalgame, on ne peut pas acheter le MSCI World, le S&P 500. On ne peut pas acheter un indice. On doit acheter un ETF passif qui suit un indice boursier. Si on achète un ETF qui suit le MSCI World, dans cet ETF-là, il y a 70-75% aux États-Unis. Donc, c'est important de comprendre que la grosse partie est aux États-Unis. Il n'y a pas de pays émergents dans le MSCI World. Alors, on va me parler du MSCI ACWI, ou ACWI pour le résumer. Ben, là, il va y avoir un peu moins de 10% sur les pays émergents. Donc, le MSCI World, il n'y a pas de pays émergents. Il y a une forte pondération aux États-Unis. Si on est conscient de ça, pourquoi pas? Sauf qu'aux États-Unis, les États-Unis, pourquoi il y a 70-75% aux États-Unis? C'est une bonne question. Alors que les États-Unis représentent entre 50 et 52% du poids de la capitalisation boursière dans le monde. C'est quoi le poids de la capitalisation boursière dans le monde? Dans le monde, il y a environ 50 000 sociétés cotées en bourse. Ouais. États-Unis, Europe, pays émergents et tout ça. Sur ces 50 000 sociétés, ces 50 000 sociétés représentent quoi? J'arrondis un petit peu à la hausse, mais 130 000 milliards de dollars. Okay. Donc, on parle de trillions, je pense. Trillion ou triard? Non, triard, je pense pas. C'est trillion. 130 000 milliards. Voilà, Alors, 130 000 milliards de dollars. 65 000 milliards de dollars, la moitié, ce sont sur les plusieurs milliers d'actions américaines cotées soit à la bourse du New York Stock Exchange, NYSE, NYSE, ou soit le Nasdaq. Ces deux places boursières-là représentent à elles seules 50% de la capitalisation boursière mondiale. Et puis, tu vas avoir un peu moins de 20% en Europe et tu vas avoir un peu moins de 30% en Asie. Asie développée, 6-7%, et Asie émergente, avec principalement la Chine. La Chine, c'est quand même... La Chine est un pays émergent. La Chine est considérée effectivement par MSCI comme un pays émergent. Et Shenzhen, Shanghai, Pékin et Hong Kong, parce qu'il y a beaucoup de sociétés chinoises qui sont cotées à Hong Kong. C'est 4 places boursières de Chine. Principalement, parce qu'il y en a d'autres, mais ces 4 places principales représentent quoi? Représentent entre 14 et 15% de la capitalisation boursière mondiale. Donc, moi, en fait, ma stratégie sur le MSCI World, ou mon avis sur le MSCI World, c'est de dire attention à la surpondération des États-Unis, attention à la sous-pondération majeure des pays émergents, parce que les pays émergents ont un point important. Et troisième point important, est-ce que moi, Grégory Guillemin, j'ai envie que le poids de mes investissements géographiques soit décidé par une société privée américaine qui a des enjeux politiques et qui n'a pas envie notamment que la Chine rentre dans le MSCI World. Alors que ça fait des années qu'on parle que la Chine va rentrer enfin dans le MSCI World. La Chine ne rentrera pas de sitôt, peut-être jamais, dans l'indice MSCI World. Alors, je ne dis pas qu'il faut investir en Chine ou pas en Chine. Je dis juste qu'il y a 14-15% de la capitalisation boursière mondiale où la société MSCI World dit « Ah ben non, en fait, je le considère comme marché émergent, donc je ne le prends pas. » Et donc, moi, je n'ai pas envie que mon portefeuille dépende d'une institution financière. Donc, moi, je préfère vraiment un portefeuille avec un ETF qui suit, par exemple, le marché américain, un ETF qui suit le marché européen, un ETF qui suit le marché des pays émergents, un ETF qui suit le marché de l'Asie développée. Et en fait, avec 4-5 ETF comme ça... Tu recomposes la capitalisation boursière mondiale. Voilà, je recompose et qui est fortement différente du poids de chaque zone géographique dans l'indice MSCI World. Et au moins, j'ai une maîtrise. En regardant mes ETF sur ma plateforme d'investissement, eh ben, je vais voir, ah ben oui, ok, ben les États-Unis, c'est toujours environ 50%. Et vu qu'aujourd'hui, j'ai un équilibre quasi parfait,
Si les États-Unis montent, que les pays émergents diminuent, ça va se refléter dans mon portefeuille. Donc, c'est pour ça que j'ai même plus besoin, en fait, de regarder tous les mois ou tous les 2 mois. Je regarde une fois par an pour le partager surtout aux gens de mon programme d'accompagnement. Mais sinon, je ne le regarde plus parce que mon portefeuille est collé au poids de chaque zone géographique. Donc oui, le MSCI World, pourquoi pas pour débuter, si on est à l'aise d'être surpondéré aux États-Unis, sous-pondéré sur les pays émergents, et qu'on est à l'aise de se dire, en fait, c'est une société américaine qui a décidé il y a quelques mois de passer de 1500 sociétés à 1300. Comme ça. Ça remplit plus certains critères. Et peut-être que bientôt, il y aura 75, 80, 85% aux États-Unis. Ça, l'avenir nous le dira. Si on veut apprendre à faire tout ça, moi je suis conquis, je veux y aller. Si on veut apprendre à faire tout ça avec toi, comment on se forme? Tu as une formation? Tu fais des masterclass? Oui, alors comment on se forme? J'ai effectivement une masterclass, effectivement. On mettra des liens en commentaire. Oui, on mettra des liens en commentaire. En fait, j'ai une formation gratuite que j'offre, que les gens peuvent regarder à leur meilleure convenance. Là-dedans, je présente aussi mon programme d'accompagnement. Je fais parfois des lives lors des masterclass où je réponds à certaines questions. Et puis oui, aujourd'hui, j'ai la chance encore hier, une personne qui m'a rejoint, d'avoir pu accompagner presque 1400 personnes sur 4 ans et demi depuis que je fais de la formation. Et aujourd'hui, j'ai un programme d'accompagnement. Et d'ailleurs, j'ai pris la décision de ne plus en faire parce qu'à un moment donné, j'en avais 2 ou 3 en parallèle ou différentes offres ou ce genre de choses. Aujourd'hui, je me focalise sur mon programme d'accompagnement qui s'appelle le Défi Bourse. Et ce programme-là, ce sont effectivement des modules de vidéos préenregistrés, un espace communauté et surtout des lives avec moi, des coachings mensuels de groupe où j'aide les gens en fait à avoir un portefeuille performant à long terme et surtout qu'ils deviennent autonomes pour ne plus qu'ils dépendent d'institutions financières et ce genre de choses et qu'ils reprennent leur pouvoir de leur argent. On met tout ça en description. Un grand merci Greg. Avec grand plaisir. C'était un plaisir de t'avoir en tout cas. Un grand merci d'être allé jusqu'au bout de cet épisode décomplexe. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner et continuer, s'il vous plaît, à doper votre culture financière. À très bientôt pour le prochain épisode.